Bonjour. Donc vous êtes ici par rapport à une manifestation, vous êtes médecin suspendu, C'est ça, tout à fait. par rapport à une niche parlementaire qui a lieu bientôt. Oui, c'est ça. Il y a une proposition de loi par certains députés pour l'abrogation de la loi du 5 août qui était l'obligation vaccinale pour les soignants, entre autres. Donc on est là pour essayer de défendre et puis d'assister à la session parlementaire qui va voter ou pas cette loi d'abrogation. Ok, donc vous en fait, vous êtes très impliqué dans ce combat parce Tout à que fait, oui. vous avez refusé d'être injecté, j'imagine, et même d'injecter vos patients. Ah oui, totalement. C'est Déjà, je ne pouvais pas injecter si je ne m'injectais pas. Et comme je refusais d'injecter, je l'avais toujours dit à mes patients, vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne ferai rien dans ce sens-là, ni pour moi ni pour vous. Voilà. Vous ne vouliez pas forcer. C'est ça. D'accord. J'expliquais que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, puisque c'était encore en expérimentation. Et donc, ils prenaient après, c'était vraiment le consentement libre et éclairé. Je leur expliquais bien qu'on ne savait pas où on allait, quoi. Je ne disais pas qu'il y avait des effets secondaires, mais je ne savais pas où on allait. D'accord. Et donc, vous avez été suspendu par l'ordre ou c'est vous-même qui êtes parti pour savoir? Alors c'est l'ARS qui nous a écrit que si le 15 septembre nous n'avions pas au moins un des vaccins, enfin une injection, on ne pourrait plus travailler sous peine de 6 mois d'emprisonnement et je ne sais plus combien d'amende, voilà, si on continue à travailler quand même. Alors vous qui savez de quoi vous parlez, Oui. en quoi cette injection est néfaste? Écoutez, si on ne s'obscurcit pas la vue, on s'aperçoit bien qu'il y a quand même énormément d'effets secondaires. C'est sûr qu'on n'en parle pas dans les médias dits mainstream, mais par contre il y en a énormément. Quand vous regardez la nécrologie dans n'importe quel journal, vous vous apercevez bien qu'il y a un excès de mortalité chez les jeunes essentiellement. Beaucoup d'arrêts cardiaques. On discute avec les entreprises de pompes funèbres, avec les pompiers qui sont encore en activité. Ils vous disent bien qu'il y a plus de sorties, qu'il y a des sorties, beaucoup de décès à domicile. Avant, on mourait peu à domicile, c'était rare. Hein. On avait encore le temps de se faire réanimer. Actuellement, c'est plus ça, quoi. Il y a beaucoup de décès à domicile chez des personnes, on va dire entre 30 et 50 essentiellement. Hein. Voilà. Et quand on regarde Pierre Chaillot qui a fait un livre sur les effets secondaires, sur les statistiques, on voit un excès de mortalité depuis qu'on a commencé à faire ces campagnes de vaccination. Okay. Et ça, c'est les décès. Après, il y a tous les effets secondaires qui peuvent être peu importants, hein, on est d'accord, mais parfois handicapants quand même. Donc les effets secondaires ne sont pas reconnus ou alors très peu en regard de la totalité du nombre de personnes vaccinées, Oui. nous dit le gouvernement, ainsi que on va dire, un certain nombre de scientifiques qui ont tenu un langage prônant la vaccination. Après, ceux qui disent le contraire sont taxés de complotistes. C'est ça. Donc vous qui n'êtes pas, je veux dire, un complotiste dans le sens où vous fiez finalement aux données scientifiques, Oui, tout à fait. vous affirmez en fait que ceux-là mentent et en fait disent autre chose que la vérité. Oui, quelque part, c'est effectivement un mensonge, hein, parce que et en plus, on sait très bien que de toute façon, les effets secondaires, les médecins les remontent pas. Hein. Soit ils nient que ça fait partie du vaccin, soit ils disent ça vaut pas le coup de le faire remonter. On sait que on est gentil en disant 10%, mais il est certain que c'est peut-être même moins. Il y a sûrement que 5% des effets qui remontent. Si on était dans une démarche active, on verrait qu'effectivement on irait rechercher, un laboratoire doit aller rechercher les effets secondaires du produit qu'il va mettre sur le marché. Et c'est pas du tout ça. On n'a jamais vu qu'un laboratoire laissait complètement à la rue pratiquement les gens qui se faisaient injecter par exemple. Au final,
Bonjour Maître Marion. Bonjour. Donc, pleine de joie et pour cause, on vient de gagner. Première victoire. Ouais, Premier pas vers une grande victoire. Voilà. Donc, du coup, toi qui défends les soutiens de mille manières, les suspendus, qu'ils soient soignants ou autres d'ailleurs, tu dois être... Alors oui, ça commence à se simplifier, on va dire. Voilà. Je pense que la loi qui vient d'être votée, bon, elle est pas totalement finie de voter, hein. Il y a le Sénat, il y a tout ça, mais bon, ce premier pas va nous servir, c'est sûr, à la fois dans les négociations, dans les procès et dans tout le reste. Mais je pense aussi que c'est intéressant d'écouter l'évolution des argumentaires qu'on nous oppose, parce que ça évolue à chaque fois. Donc ça veut dire aussi qu'on repositionne le sujet à chaque fois. Moi j'ai quand même encore des recours qui sont fondamentaux, qui sont dans les tiroirs et qui vont être déposés malgré tout. Puisque là j'avais demandé l'abrogation du décret d'application de la loi du 5 août. Donc tant que cette loi-là n'est pas en vigueur, j'ai vocation à saisir le Conseil d'État. Ça va être intéressant. Et puis j'ai saisi la CEDH la semaine dernière pour une soignante aussi. Donc je pense que petit à petit on va finir par prendre tout ça en tenaille. Mais bon, il faut être patient, ça va durer des années, hein. C'est un combat de longue haleine. Forcément. Tout combat juridique est de longue haleine, c'est comme ça. On s'est rendu compte là aujourd'hui qu'en étant ensemble, on était plus sûr de gagner en fait. Oui, bien sûr, Simplement des couleurs politiques. bien sûr. Et bien sûr, il y a la question de la rémunération Oui. des soignants, peut-être même des arriérés, peut-être des prix, je ne sais pas, qui n'ont pas été débattus. Ah oui, mais alors parce que en fait ça pour l'instant ça sépare encore les partis politiques, hein. Je pense qu'ils ont un désaccord sur la manière de traiter le sujet financièrement. Donc je suis pas mécontente qu'ils aient fait les choses en plusieurs temps, il y a une forme d'intelligence politique derrière. Et puis je pense aussi qu'ils veulent faire une évaluation des soignants qui ont repris un travail par ailleurs, ceux qui n'en ont pas repris, évaluer un peu l'enveloppe. Parce qu'il y a un engagement de l'État qui risque d'être lourd et donc je pense qu'ils sont en train de faire un petit audit avant de décider. Moi c'est mon point de vue. Donc il va falloir qu'on arrive à Là, remobiliser on pense en fait qu'elle n'est pas décisive, cette victoire, mais quand même... Non, elle l'est objectivement, elle l'est. Elle l'est et elle. En fait, il faut de toute façon. Moi, c'est pareil. J'ai gagné un procès parmi des centaines. Et c'est vrai qu'il est noyé au milieu des autres. Mais si on s'attache pas aux victoires, on n'avancera pas. Donc, effectivement, on vit des beaux moments de solidarité. On voit aussi des moments de rapprochement dans les bords politiques, ce qui est jamais un mal. Mais si on se nourrit pas de ça, en fait, on n'arrivera pas à avancer. Donc, je pense qu'il faut construire sur ces victoires-là. Être patient, ce qui est difficile pour eux parce que c'est eux qui sont dans la difficulté, mais voilà, chaque pas vers la victoire est un pas qu'on doit honorer et célébrer, hein. Ça c'est sûr, c'est sûr. Et là, je peux dire qu'il y a pas mal de soignants qui jubilent. Oui. Peut-être certains autres ne veulent pas. Non, mais en fait ils sont entre deux parce que forcément ils peuvent pas se réjouir totalement, mais ça serait de mauvaise grâce de pas se réjouir à minima. Merci Maud, on va te laisser finir ta Merci à toi, merci. Aujourd'hui, on accueille Florence, donc, qui est toujours présente dans tous les combats, en fait, y compris celui des soignants suspendus. Aujourd'hui, une grande victoire. Bah ouais, bah j'en fais partie, hein, des soignants suspendus et puis bah ouais, un grand début de victoire. Beaucoup d'émotions parce que ça fait marche arrière sur une violence d'État juste choquante quoi. Permanente. Hein. Permanente et c'est pas que la suspension, c'était déjà avant ce qu'on a imposé aux patients. Voilà, je me suis toujours battue en tant que gilet jaune, pour des soins dignes pour la population, pour respecter les droits des patients. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, à l'hôpital, on ne respecte plus. C'était s'ils n'acceptent pas tel traitement, on ne les soigne pas. Donc on les a mis dehors des hôpitaux pour des raisons... le consentement libre et éclairé n'a pas du tout été respecté. Donc tout un truc qui s'est écroulé en moi, sur mes croyances sur le soin, la qualité de soins, le service de santé occidental. J'y croyais encore avant toute cette mascarade du Covid et tout ça. Donc voilà. C'est une belle vocation à l'origine. À l'origine, ouais.
Et ça a été entaché par la politique C'est pas ça. que macronienne d'ailleurs. C'est ça. Et puis après, voilà, comme je disais, je suis à l'hôpital depuis que j'ai 18 ans. J'ai 39 ans. À 18 ans, j'ai fait agent hospitalier. J'en ai bavé. J'étais en service de gériatrie, vraiment long séjour. C'était lourd. Je voyais déjà de la maltraitance parce que manque de personnel. Déjà, petit manque de personnel. Ensuite, ça n'a fait que s'aggraver. Avec la T2A, tout est parti vraiment en manager, en façon de gérer managériale. Donc, T2A, voilà. T2A, faut expliquer ce que c'est. La tarification à l'acte. Donc une prise de sang coûte plus qu'une toilette au lit, qui dure beaucoup plus longtemps et qui nécessite beaucoup plus d'attention. Enfin voilà, on ne peut pas bâcler une toilette au lit par exemple. Donc C'est la financiarisation du soin. voilà. Donc ils avaient coté, eux, dans leur petit bureau, chaque acte de soin avec un tarif. Et en fonction, c'était les services de pointe, comme la réanimation ou les autres services, chirurgie et tout, qui avaient le plus de budget, parce que c'est eux qui faisaient le plus de soins techniques. Mais voilà, les services de géronto ou de neurologie, soins de suite et réadaptation, tout ça, la psychiatrie, tout ça, ça a été très très mal loti parce que les actes de soins, alors que ça prend énormément de temps. J'ai fini là mes 4 ou 5 dernières années en psychiatrie. Aller chez un patient pour l'aider à reprendre le dessus et réussir à vivre en dehors de l'hôpital, c'est quand même très compliqué et ça met du temps. Ça met beaucoup plus de temps que de faire une prise de sang et c'est en vrai beaucoup plus compliqué. Donc je sais faire des transfusions, je sais faire des pansements très complexes au niveau chirurto. Je sais faire toutes sortes de prises en charge. Je savais faire que ça puisque j'ai fait que ça depuis 18 ans. Je me demandais comment j'allais faire pour rebondir après tout ça. J'étais en arrêt depuis longtemps et j'ai été suspendue moi que depuis novembre. Je ne sais pas comment les gens ont survécu depuis le 15 septembre 2021 sans salaire, sans aide. Moi je connais beaucoup de femmes qui étaient seules avec leurs enfants. Donc voilà, moi rien que depuis, j'avais pas d'argent de côté, donc de novembre à maintenant, c'était cataclysme, d'impayés, de lettres de relance et donc voilà, et de peur de perdre par exemple mon logement, parce que si je perds mon logement, je perds peut-être la garde de mes enfants. Tout ça, quoi. Un peu une pression énorme, Oui. mais tout ça pour respecter mon consentement libre et éclairé, mon choix, mon corps, puis voilà, de ne pas être un cobaye. On a tous cherché les informations comme on le pouvait. On sait très bien la manipulation de la télé mainstream. Hein. Donc voilà, on a essayé d'être sur le terrain, d'informer les gens pendant 4 ans sur tout, en fait. Et je disais, il y a juste avant l'obligation vaccinale, je le disais en manif, je sais plus, j'étais passée dans une manif syndicale et je disais aux gens, réveillez-vous, là pour l'instant c'est le masque, dans quelques mois ils vont nous obliger à nous faire vacciner. Et je me rappelle ce jour-là, on m'avait agressé verbalement et presque physiquement. Vous n'avez pas traité de complotiste? On m'a dit de la fermer, sinon on me cassait la gueule en fait. Ouais. Donc C'était une lanceuse d'alerte. c'est ça, et j'avais beau avoir ma blouse blanche, ce que je disais c'est que c'était indispensable que les blouses blanches se lèvent en fait contre ça. On était le dernier rempart, on était le rempart sécurité. Si nous on disait non, la population se dirait mais si les soignants le font pas, c'est que c'est dangereux. Donc les gens n'y seraient pas allés pour aller au cinéma ou au resto. Mais là, ils se sont dit bon ils l'ont fait quand même. Ils n'ont pas vu tous les enjeux derrière socio-économiques de nos vies détruites, mais je pense que vraiment on était ce rempart de sécurité quoi. Et ils l'ont pas fait. Aux Antilles ils l'ont fait, bravo à eux et respect à eux. Et nous on a essayé de tenir à bout de bras la résistance en créant des collectifs, mais à Paris c'est très compliqué, c'est toujours très dispersé, c'est toujours divisé pour mieux régner, et puis voilà, il y a toujours des fois des caractères qui veulent plus s'imposer que d'autres. Donc, Alors, Maud Marian, qui a discuté, nous disait tout à l'heure qu'effectivement la situation en Outre-mer est différente parce que le territoire est plus petit. Donc ils ont plus de facilité à se fédérer et en même temps, on va dire quelqu'un qui ferait le contraire de la mobilisation, il serait mal vu. Alors qu'ici, on va dire sur le territoire de la France, comme on appelle en métropole, c'est différent, on s'en fout un petit peu de ce que fait l'autre en gros. il y a un bel égoïsme, nombrilisme en France où les gens sont, ont les œillères.
les œillères qui nous ont blessés. Enfin, franchement, je te dis, ça m'a vraiment blessée de voir cette ignorance. C'était violent. Est-ce que tu penses que c'est pas un petit peu à cause de la désinformation des médias mainstream? Parce que rappelons-le, tu te bats aussi contre la propagande médiatique. Tout à fait. D'ailleurs, on déclare une manif ce samedi devant les médias, Vigimédia. Regardez vigimedia.info, vous aurez tous les renseignements sur la prochaine manif. Je crois que ça commence devant TF1, je ne sais plus, parce que là je suis complètement chamboulée. Mais oui, je me bats contre la désinformation, contre la censure, la propagande mensongère. Voilà, qu'on a subi depuis le début du Covid, même avant, pendant les Gilets jaunes, c'était que de la propagande pour faire peur, pour nous faire passer pour des terroristes. Donc voilà, des criminels, des dangereux mangeurs d'enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens se rendent compte, comme Rachid, il a dit, il a rejoint les Gilets jaunes il y a 2 ans. Je trouvais ça beau et c'est vrai que je le croise des fois quand je vais encore un peu en manif. Je le vois et il est devant les cortèges de Gilets jaunes. Et ça me touche énormément de voir les soignants parce que moi, en tant que gilet jaune, j'étais triste, peinée de ne pas avoir de soignants, pas assez de soignants sur les manifs gilets jaunes. Il y en a en fait, mais parfois... Mais ils se cachent, ils mettent pas la blouse. Donc moi, j'avais toujours ma blouse comme signe de reconnaissance parce que il faut se rallier. On est là et on lâche rien. Et même en essayant de nous tuer pendant 1 an, c'est une tentative de meurtre passive, mais une tentative de meurtre quand même, ce qu'on a vécu depuis le 15 septembre 2021. Voilà, du jour au lendemain, ok, t'as plus le droit de travailler, nulle part. Ok, t'es infirmière, t'as que ça? Enfin, je connais des chirurgiens, je connais des sages-femmes, là il y en a une ici. Donc voilà, je suis... je suis soulagée. Il y a une justice, il y a une petite justice, je me dis, voilà, et on va voir si les choses vont prendre dans le bon sens.